Donc, puisque tu as parlé d'open data, la question qui se pose évidemment, c'est celle de la sécurisation des données et notamment de la protection des données personnelles. Donc, je laisse la parole à Sandrine Turgis. Alors, cette question, donc en effet, dans la poursuite de cette question des obligations numériques des collectivités territoriales, donc la question de l'open data et le lien entre l'open data et la protection de la vie privée. Alors, le point de départ, c'est cette question des données, les données de façon générale et les données publiques de façon particulière. On a vu un changement de terminologie qui souligne l'importance prise par la donnée, on parle d'or noir du XXIe siècle, de gisement que constituent ces données publiques, de ressources essentielles pour l'innovation. On verra que ce sera le deuxième volet justement de l'open data. Et donc, découle de cette nouvelle terminologie des questions en termes de conséquences et un nouveau vocabulaire aussi, la culture de la donnée, dans un nouveau paradigme, et le service public de la donnée tel qu'il est envisagé par la loi du 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. En parallèle, la question de l'open data doit être aussi plus ciblée. Donc, il s'agit de l'ouverture et du partage des données publiques avec deux volets. Un premier volet qui part de la collectivité territoriale, la mise en disposition en ligne de données publiques. Donc, il y a toute une partie d'obligation et puis il y a un choix d'opportunité, ça a déjà été évoqué ce matin, on viendra sur le sujet. Et le deuxième volet de l'open data, c'est la mise en œuvre d'un traitement, on va dire, de cette donnée, c'est la réutilisation possible de ces données publiques par des entreprises, par des citoyens. Alors, pourquoi les collectivités territoriales doivent-elles libérer les données publiques? C'est tout d'abord, il y a un volet juridique après, mais il y a une question d'opportunité. En termes de transparence, et on sait que la transparence est un élément fondamental et une attente aujourd'hui dans nos sociétés, en termes de démocratie, permettre aussi d'accéder aux données publiques, c'est peut-être d'offrir plus de démocratie ou offrir peut-être plus de motivation à la démocratie locale. Et justement, on voit aussi cette idée après d'un contrôle de gestion citoyen qui est mis en avant, d'ailleurs, par les initiatives gouvernementales étatiques en la matière, permettre aux citoyens, cette fois-ci, d'être en mesure de juger de l'efficacité réelle des politiques publiques. On voit qu'il y a donc aussi une question, à ce moment-là, peut-être une attente, mais peut-être aussi un risque associé à cette libéralisation. En parallèle, avec l'utilisation qui est faite de ces données publiques, il s'agit de favoriser l'innovation, d'envisager de nouveaux services, et on parle justement de services innovants, à condition que des entreprises, des associations, des initiatives citoyennes se saisissent de ces données. Le deuxième volet de l'obligation des collectifs, le deuxième volet de l'ouverture de ces données publiques par les collectivités territoriales, c'est une question d'obligation, non plus d'opportunité. Alors à l'origine, il y avait la loi NOTRe en 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a initié ce mouvement de façon importante pour les collectivités territoriales, puisqu'il était obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants et les hors EPCI de mettre à disposition sur Internet les informations publiques relatives, de façon très large, à leur territoire qu'elles possèdent au format électronique. Alors une obligation avec une difficulté dans la mise en œuvre, avec une absence de mise en œuvre et de sanctions. Et aujourd'hui, cette spécificité des collectivités territoriales est remplacée par la loi pour une république numérique qui fixe une obligation qui ne vise pas simplement les collectivités territoriales, qui vise l'ensemble des administrations. Donc les collectivités ne sont pas soumises à un régime particulier, elles sont maintenant sous le chapeau de cette loi de 2016. Alors cette loi de 2016, eh bien, ces dispositions sont codifiées dans le Code des relations entre le public et l'administration, et on parle d'un open data par défaut, c'est-à-dire d'une nécessité le principe, c'est l'open data, c'est la mise à disposition, avec la reprise d'obligations qui pouvaient, et la transformation, on va dire, d'obligations préexistantes. On voit dans le premier paragraphe de cet article L312-1 l'obligation de mettre en ligne les documents, pour ces administrations, les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre. Et en fait, ce sont les obligations qui sont liées à l'application de la loi CADA, la loi de 1978, sur l'accès aux documents administratifs avec la commission CADA qui peut suivre. Donc, je reviendrai sur le sujet. Donc, c'est une nouvelle application, un nouvel élan aussi pour cette loi CADA. En parallèle, il y a aussi la mise à disposition des documents qui figurent dans le répertoire. Donc, il s'agit d'un répertoire des documents administratifs qui est géré au sein des différentes collectivités.
Et ensuite, on a, notamment par exemple le paragraphe 4, l'open data par rapport aux données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Donc on voit que c'est une obligation qui est très large, et c'est très large pour une raison d'innovation derrière, mais une obligation après une contrainte importante pour les collectivités. Alors contrainte importante, par contre, qui ne vise pas les collectivités territoriales de moins de 3500 habitants. On retrouve la limite qu'il y avait avec la loi NOTRe antérieurement. Alors, il y a des obligations, je passe sur les marchés publics, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des obligations aussi spécifiques d'open data dans certains domaines. Alors, en parallèle, la question, puisque le sujet c'est l'open data et la vie privée, alors la vie privée, la prise en compte du lien entre les risques entre informatique et vie privée, elle est présente dès la loi de 1978, la loi informatique et liberté qui va créer la CNIL. L'informatique doit être au service de chaque citoyen, elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Et la CNIL a ici un rôle important, et puis un rôle important qu'elle a développé aussi en lien avec le développement du droit européen, de la protection de la vie privée. Et donc, on se retrouve avec des données qui justement peuvent être des données en lien avec la vie privée, et notamment des données personnelles et des données encore plus sensibles, les données sensibles qui contiennent des informations encore plus critiques si elles sont mises à la disposition des administrés et du tout public. Les données sensibles sont notamment des données qu'on a pu évoquer tout à l'heure, des données relatives à la santé, par exemple, données relatives aux opinions politiques, religieuses, alors qui ne sont peut-être pas données immédiatement dans les fichiers, mais par croisement. C'est vrai qu'on imagine rapidement, on peut avoir des liens et des identifications. Alors le lien entre open data d'un côté et vie privée, eh bien c'est la difficulté, c'est que certaines, et pas toutes, mais un certain nombre de données publiques qui seront ouvertes en cadre de l'open data sont obtenues à partir de données personnelles, partant de l'état civil, en passant par l'urbanisme ou l'environnement. Notre difficulté, et la difficulté des collectivités territoriales, la réponse que doit apporter le droit, c'est comment concilier donc l'ouverture des données publiques à la protection des données personnelles. Alors, deux pistes suivies par la loi et des reprises d'éléments précédents appliqués à l'open data et puis des nouveautés, on va le voir. Premièrement, le principe, c'est le principe de l'interdiction de la diffusion de ces données personnelles avec l'obligation d'une occultation s'il y a une diffusion. Et la deuxième piste, qui est donc l'exception, c'est l'autorisation possible de diffusion de ces données personnelles. Donc deux pistes, deux parties. Première piste, l'interdiction de diffusion et l'occultation de ces données personnelles. Alors cette interdiction de diffusion et cette obligation d'occultation, on la retrouve au point de départ dans la loi CADA de 1978 et on la retrouve donc dans ce Code des relations entre le public et l'administration, qui est un nouveau code entré en vigueur au 1er janvier 2016. Article L311-6, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication portera atteinte à la protection de la vie privée. Ça veut dire que l'intéressé peut obtenir communication d'un document qui porterait à ce moment-là des données personnelles et porterait atteinte à sa vie privée, mais les tiers ne le peuvent pas. Et quand on est dans le cadre de l'open data, ce sont bien les tiers qui auraient accès aux informations. Donc la restriction, c'est l'interdiction de la diffusion à ce moment-là. Alors, je vous passe, j'avais prévu le droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe, les deux volets européens, encadrent cette question. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Après, tout ça est traduit en droit français, soit par le biais de la transposition des directives, soit par l'application des règlements européens. Alors, une question se pose sur une façon de se protéger pour les collectivités territoriales par rapport à cette diffusion de données à caractère personnel, au-delà du point de dire on ne les diffuse pas. S'il y avait une erreur, peut-être qu'une solution, c'est ce qu'on retrouve dans les licences. Des licences qui permettent l'utilisation, qui encadrent la réutilisation de ces données publiques. Eh bien, on voit que dans la licence ouverte de proposition d'Etalab, il y a la mention, dans la licence version 1.0, que ne sont pas des données publiques susceptibles d'être réutilisées, celles qui contiennent des données à caractère personnel, sauf les cas que j'évoquerai tout à l'heure. Et là, on peut dire que cette mention dans la licence, qui vise donc les réutilisateurs des données publiques de l'open data, eh bien, c'est une disposition qui est à visée pédagogique et peut-être protectrice, en disant qu'à ce moment-là, si par mégarde une donnée personnelle était arrivée dans l'open data disposition, eh bien, celui qui voulait la réutiliser était limité par la licence. On peut imaginer un deuxième contrôle à ce moment-là. Alors, je suis d'accord, c'est plutôt pédagogique et c'est plutôt a posteriori. Le point de départ, c'est de ne pas les diffuser. Encore faut-il bien les identifier.
Une solution qui est envisagée et possible, mise en place par la loi, c'est l'anonymisation, l'occultation de ces données personnelles. On retrouve dans ce Code des relations entre le public et l'administration. La formulation, c'est lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables, en application d'autres dispositions, mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre le document et communiquer au demandeur après occultation et disjonction de ces mentions. Alors cette règle qu'on voit dans la loi CADA, on la retrouve dans l'open data et la mise en œuvre de cette ouverture des données personnelles. Alors la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, a déjà eu à traiter un certain nombre de cas de mise en disposition en ligne de données qui, à l'origine, semblaient des données publiques avec des mentions de données personnelles. Et par exemple, dans cette prise de position en 2012, la Commission CADA précise que, je cite, « Les délibérations du Conseil régional ne peuvent être rendues publiques qu'après occultation des mentions protégées donc, par la loi de 1978 et des autres données à caractère personnel ou mise en œuvre d'un traitement rendant impossible l'identification. » Alors, occulter, mais ça a un coût. Il y a un coût humain, il y a un coût matériel, il y a un coût financier de rendre impossible l'identification donc, du titulaire, enfin le lien entre l'indonné et la personne privée. Alors, dans le projet de loi sur la République numérique, on voit qu'il y a une prise en compte par l'État de ce coût et il est indiqué qu'il est possible pour une collectivité, à ce moment-là, de fixer une limite dans son travail d'occultation. On lit ainsi dans ce projet, dans cette étude d'impact, ainsi ne saurait être soumise à l'obligation de diffusion une base de données contenant des données personnelles dont l'anonymisation, qui peut s'avérer parfois extrêmement complexe, excéderait un traitement automatisé d'usage courant. D'autres procédés d'anonymisation, au contraire, n'iront pas au-delà d'un traitement automatisé d'usage courant, dès lors qu'il suffira uniquement d'occulter un champ. Donc là, il va être possible, à ce moment-là, l'envisager, pour la collectivité territoriale, de dire que le travail d'anonymisation est trop important et donc de limiter l'ouverture de ces données publiques en lien avec le coût financier. Les techniques d'occultation, alors je vous ai juste cité là 2 exemples qui sont mis en avant par le G29, le groupement des CNIL européennes. On peut avoir la transformation des données, c'est de d'inclure une donnée personnelle dans un ensemble plus large de données. À ce moment-là, pour la rendre commune à un ensemble d'individus et ne plus être capable d'identifier chaque individu. La deuxième solution, qui se rapproche peut-être la plus, sans être exactement la cryptographie, c'est de transformer, de rajouter un bruit, de transformer la donnée elle-même avec plusieurs types de niveaux de protection pour ne plus avoir une identification des personnes elles-mêmes. Alors la question, c'est la qualité de l'occultation, la sécurité offerte par cette occultation. Et les études, le rapport du Sénat de 2014 sur l'open data et la protection de la vie privée avait montré que dans un certain nombre de cas, il était possible d'effectuer encore un recoupement entre des données pourtant anonymisées. C'est-à-dire que la multiplicité des fichiers et le traitement automatisé qu'on peut faire derrière des fichiers permettent quand même de retrouver des liens, surtout quand on est sur des spécificités individuelles, par exemple. Même l'information anonymisée peut en fait être réidentifiée, excusez-moi, c'est pas facile à prononcer, à ce niveau-là. Alors, la question qui doit se poser la collectivité à ce moment-là, c'est est-il possible d'isoler un individu? Est-il toujours possible de relier entre eux les enregistrements relatifs à l'individu? Peut-on déduire des informations contenant un individu? Comment s'y retrouver pour les collectivités territoriales? La CNIL va venir à notre secours, puisque la CNIL, en vertu de la loi pour une république numérique, obtient un rôle de certification, d'homologation des techniques d'anonymisation. Elle va publier, alors on les attend, des référentiels, et ce seront des outils pour protéger les collectivités acteurs de l'open data, en se référant aux documents CNIL et au cadre fixé par la CNIL, il y aura une garantie d'avoir utilisé les bons procédés ou d'avoir fait appel aux bons prestataires en matière d'anonymisation. La deuxième piste, cette fois-ci l'exception, c'est l'autorisation possible, éventuelle, de cette diffusion de données personnelles. Alors, elle est vraiment strictement limitée, c'est-à-dire que l'autorisation doit soit être donnée par la loi, des cas particuliers où la loi autorise la diffusion de ces données personnelles, soit obtenir le consentement de la personne concernée. Donc là, on a déjà la loi informatique et liberté qui traite de ces sujets, et on les retrouve, ces 2 dispositions, donc dans le Code des relations entre le public et l'administration. L'accord de la personne concernée, le consentement, en droit français, ça doit être un consentement clair
et éclairé, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi expliquer le pourquoi du comment de la mise en ligne après de ces données. Donc on imagine la difficulté à ce moment-là à obtenir ce consentement si on n'a pas réfléchi aussi au moment de l'obtention de ces informations personnelles. Et le deuxième volet, donc la possibilité offerte par la loi, le code des relations entre le public et l'administration, tel que formulé par la loi pour la République sur le numérique, précise qu'une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet d'un traitement est fixée par décret pris après motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors, la publication du décret, elle est envisagée en janvier 2017 et on attend de voir quels sont les domaines qui pourront à ce moment-là et les données personnelles qui pourront se retrouver, donc suivant un traitement particulier, dans des catégories particulières, en open data. Alors, il est nécessaire de prendre des mesures pour protéger les collectivités territoriales et aussi pour que les éventuelles failles soient facilement décelées. Donc, avec la loi pour une république numérique, il y a l'obligation pour les collectivités, d'autres personnes publiques, de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Donc, cette obligation, elle pèse notamment sur les communes de 10 000 habitants, les départements, les régions, et les EPIC d'une population de plus de 10 000 habitants, avec une désignation, une information à ce moment-là, l'information du public et l'information de la CADA sur ce point, sur la personne désignée. Et cette personne, elle pourra aussi obtenir conseil et information auprès de la CNIL, puisque vraiment c'est un rôle renforcé de la CNIL avec l'open data. La CNIL va adopter ce qu'elle appelle un pack de conformité en matière de données publiques, après une concertation qui a déjà débuté avec les différents acteurs, afin d'assurer le respect de la vie privée et de permettre une mise en pratique des obligations législatives. Et elle prévoit un guide de bonnes pratiques de l'open data, publié sous l'égide de la CNIL pour la fin de l'année 2016. En conclusion, donc ces questions de l'open data et les liens entre open data et vie privée sont des questions délicates, sensibles, avec une multiplication des textes européens, donc je vous ai épargné les textes européens, mais qui se retrouvent dans les textes nationaux après, et une multiplication aussi des interlocuteurs, la CNIL, la CADA. D'ailleurs, il y a un lien plus proche entre la CADA et la CNIL, puisque la CADA sera présente auprès de la CNIL, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et il faut donc à ce moment-là, pour les collectivités territoriales, de trouver accompagnement, conseil, information, soit auprès des intervenants publics, soit auprès d'associations qui fournissent et qui accompagnent, on va dire, ces collectivités. Alors, l'ouverture, ce serait peut-être de penser à la privacy by design, c'est quelque chose qu'on retrouve lorsqu'on est sur le numérique et la gestion des sites internet et autres, et de penser en fait à inclure la dimension de la protection de la vie privée dès l'origine, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais de le penser en termes d'open data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que les informations sont obtenues, et avant même de les obtenir, de se dire qu'il y aura une obligation de diffusion future de ces données publiques en lien avec des données personnelles et qu'il faut y réfléchir en amont et bien en amont. Je vous remercie.